Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui me tient à cœur autour de la communication responsable. C'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, sur cette thématique, j'ai voulu faire appel à un spécialiste, à un expert du sujet, qui a son agence de com, que j'ai rencontré au Salon Pro Durable. Alors, pas rencontré réellement, mais j'ai suivi une des conférences et je me suis dit, tiens, celui-là, il faudrait qu'il fasse partie de mes invités de podcast. Et donc, je fais appel à Thomas Parouti aujourd'hui pour nous parler de ce vaste sujet. Bonjour Thomas. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et après tu parleras de ton agence? Alors, je m'appelle Thomas Parouti, je suis papa de 3 enfants extraordinaires, j'ai 51 ans et je travaille dans la communication depuis à peu près 25 ans. Depuis 25 ans, j'accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie de communication. Et alors, ton agence? Donc, j'ai créé l'agence Mieux il y a 14 ans, en 2009. Voilà, et depuis 14 ans, notre métier, c'est d'accompagner les marques et les entreprises sur leurs enjeux de communication responsable et de communication autour des enjeux RSE. Pas mal de com interne en fait, pour sensibiliser les collaborateurs, embarquer les collaborateurs, les acculturer, leur faire comprendre que l'entreprise est en train d'évoluer. Donc ça représente à peu près 40% de notre activité. Ensuite, évidemment, de la communication externe pour expliquer aux clients, aux fournisseurs, aux distributeurs, aux élus, au territoire, au grand public, la stratégie RSE de l'entreprise. Et après, parfois, on travaille sur des produits. Quand on fait de la com sur Vélib ou un produit bio ou un produit recyclé, recyclable, durable chez Decathlon, c'est de la com produit classique. Voilà, comme externe plus comme produit, ça représente les 60% restants. Donc, aussi bien des clients sur des thématiques générales, mais avec un axe quand même tourné autour du responsable ou de la RSE, et des entreprises qui ont pour vocation ou pour mission des produits ou des services à valoriser sur ces thématiques-là. Ouais, 100% de nos missions, 100% de nos clients sont vraiment sur des enjeux RSE. C'est-à-dire que si une entreprise vient chez nous avec 0 sujet RSE ou alors veut faire de la communication responsable alors qu'elle n'a pas de strat RSE, on va lui dire que c'est pas la peine de travailler avec nous et qu'elle a le choix parmi 2000 agences parisiennes. Donc nous, vraiment, c'est exclusivement des sujets RSE. Ça peut être des rapports RSE, on en fait quelques-uns, comme des semaines du développement durable qu'on va pouvoir animer pour certains de nos clients avec leurs collaborateurs, ou des journées mondiales du climat, de la biodiversité, etc. Ou évidemment, à l'année, des clients qui souhaitent parler de leur stratégie RSE auprès de leurs différentes parties prenantes et d'expliquer l'ambition qu'ils ont par rapport à cette stratégie RSE, leurs piliers. Voilà, on va travailler sur un manifeste, par exemple, pour exprimer cette vision qu'ils ont, et ensuite expliquer avec des preuves, des chiffres, parfois des labels, toute leur stratégie RSE, et on va rentrer dans le détail, on va travailler sur leurs éléments de langage, sur leur prise de parole ensuite, sur les différents réseaux sociaux, sur leur site internet, sur leur réseau social interne, éventuellement leur intranet. Voilà, ça peut être des sagas de portraits pour montrer que l'entreprise se bouge et que au sein de l'entreprise, il y a plein de collaborateurs qui font partie de ces acteurs du changement. C'est très varié comme mission. Le seul point commun, c'est de la RSE. On en parlera justement un peu de quels sont les médias utilisés, pourquoi on peut utiliser tel ou tel média et de quelle façon on fait une communication responsable, aussi bien par rapport au contenu, au message, mais aussi sur la partie production et diffusion. Donc on va parler de tous ces sujets-là. Est-ce que, comme ça direct, tu aurais une campagne dont tu es le plus fier ou dont l'équipe de l'agence Mieux est fière?
On est souvent fiers de nos campagnes, on est souvent, Heureusement, je dirais. heureusement, sinon on la présente pas aux clients et on continue à travailler. Il y a une campagne dont on est fier parce qu'elle a gagné un prix stratégie, c'est la campagne de Bollinger. Voilà, pour expliquer la strate de Bollinger. On a fait une très belle campagne avec un très beau shooting, avec une super photographe pour, montrer des preuves de leur strat RSE. On a pris en photo, des éléments d'un tonneau par exemple ou des outils qui sont utilisés, pour, justement, maintenir, en état, les tonneaux où on a pris en photo le V utilisé par madame Bollinger. Donc cette campagne, on en est très fiers parce qu'elle a eu un prix notamment et parce que c'est une très belle marque et parce qu'il y a une très belle ambition. Ils sont B Corp là depuis quelques semaines. C'est vraiment une entreprise avec un actionnariat familial derrière et c'est pas c'est un lien souvent, hein, les entreprises avec un actionnariat familial sont parfois plus engagés que les autres, que les entreprises cotées. Après moi, il y a aussi une autre campagne, enfin un autre client, dont je suis très fier, c'est Lexmark, avec qu'on accompagne depuis 6-7 ans. Au départ, on a créé une plateforme digitale pour récupérer les cartouches dans les entreprises en France. Et aujourd'hui, cette plateforme digitale, parce que développée en mode agile, c'est-à-dire tous les 2 mois, on rajoute une fonctionnalité qui nous a été demandée par les utilisateurs de cette plateforme. Voilà, on est tous formés à l'agence Mule Scrum Master, on sait tous ce qu'est l'agilité au sens vrai du terme. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle récupère dans 30 pays des cartouches et des imprimantes dans les entreprises et chez les particuliers. Donc, on remonte un nombre de cartouches hallucinant qui sont toutes recyclées, reconditionnées et remises sur le marché. Donc, on participe vraiment à l'économie circulaire de Lexmark, qui gagne d'ailleurs pas mal d'appels d'offres dans les entreprises grâce à ça, parce qu'ils ont une énorme plateforme. Et typiquement, ils travaillent avec, par exemple, la Poste. Il y a des imprimantes Lexmark dans beaucoup d'agences de la Poste, dans beaucoup de bureaux, et toutes ces cartouches qui sont utilisées sont ensuite reconditionnées. Si elles sont en fin de vie, elles vont être recyclées complètement, mais dans la grande majorité, elles sont lavées, re-remplies et remises sur le marché avec une marque qui est Evergreen, sur laquelle on travaille aussi. Donc là, on a un impact, réduction du bilan carbone de Lexmark qui est vraiment très, très fort et c'est peut-être une des clients, c'est peut-être un des clients dont je suis le plus fier parce qu'on leur permet vraiment de se décarboner. Là, on agit au cœur. Tu vois, c'est aussi, la Ouais, c'est pas de raison la cosméto, de c'est enfin mon de la cosméto, c'est podcast marqueur, c'est ouais, effectivement ça, c'est, on fait du marketing au cœur du business, au cœur des enjeux et de l'offre et c'est pas tout ce qui gravite autour. ouais. Et là complètement, Il y a une tu les expression que je accompagnes là-dessus. déteste, c'est de la com, Mmh. parce que ça dévalorise vraiment notre métier. Là, effectivement, on est dans le produit, dans le service, voilà et par ailleurs, ils développent et ils lancent fréquemment des imprimantes et des cartouches d'impression qui sont de plus en plus, décarbonées, avec de plus en plus de matières recyclées qu'on récupère grâce, là aussi, à cette plateforme digitale. Mais on est vraiment dans l'efficacité, voilà, c'est pas, juste une campagne de Mmh. bannière ou un joli film sur le site internet. On est Mais vraiment dans le moteur. ouais, complètement. Alors justement, ça me fait rebondir sur, selon toi, quels sont les enjeux et les rôles des marketeurs et des communicants aujourd'hui, par rapport à toute cette, thématique et sur les années à venir? Mais il est fondamental. La communication est un accélérateur. Alors malheureusement, ça a accéléré, aussi une société une société de citoyens qui, j'ai envie de dire, au sortir de la guerre, des gens cultivés avec une culture parfois ouvrière, une culture populaire, une culture bourgeoise, une culture catholique, une culture d'autres religions et cetera et la communication, les médias, mmh, l'art, la culture, le cinéma et la publicité ont transformé cette société de citoyens de résistants, pour certains et cetera, en une société de consommation. Voilà, aujourd'hui, on est beaucoup quand même une société de consommateurs avec tous ces pubs, qu'on a vus, dans les années 60-70, pubs américaines où, le foyer idéal avec ses 2 petits-enfants, un garçon et une fille, beh, cette famille, elle avait un pavillon avec, un joli jardin, avec, 2 voitures garées devant, avec, des appareils électroménagers et plus il y avait de produits, plus il y avait de consommation, plus il y avait de propriété, plus la famille semblait heureuse. Et donc on nous a un peu trompés là sur cette, thématique-là. Et aujourd'hui, quand on voit, des influenceurs à Dubaï et cetera, alors je connais pas bien le sujet, j'ai un peu zappé,
Je me tiens pas au courant de toutes les nouvelles, mais globalement, on est quand même beaucoup encore dans une société de consommation. Et la réussite d'un footballeur, c'est en fait la taille de l'avion qu'il va avoir maintenant. Donc c'est assez terrible. Alors qu'en fait, on n'est pas obligé d'être propriétaire d'un avion pour être heureux, a priori. Voilà, donc le rôle des communicants et des marketeurs est d'embarquer maintenant la société vers une société peut-être de déconsommation, en tout cas, où le bonheur est plus important que le nombre de produits dont je suis propriétaire dans mon pavillon. Voilà, donc le rôle de la communication et du marketing doit forcément évoluer, et donc du coup, voilà, c'est un rôle qui doit être pris par les agences, par les annonceurs, et il faut réagir parce qu'on sait bien qu'on a dépassé des limites planétaires, qu'on consomme trop, que le jour du dépassement est de plus en plus proche dans le monde du mois de juillet et en France de début mai, et au Qatar du 15 janvier, etc. Donc on consomme beaucoup trop. Donc il faut se poser des questions sur notre consommation et sur notre bonheur. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce que c'est des liens sociaux? Est-ce que c'est être heureux avec ses enfants? Est-ce que c'est aller voir des spectacles? Ou est-ce que c'est acheter, Posséder quelque chose. posséder quelque chose? Voilà. Après, c'est une vraie problématique et un enjeu que les entreprises proposant un certain nombre de produits doivent s'interroger et se questionner parce que typiquement, ça peut remettre en cause leur business model ou leur futur chiffre d'affaires ou vente parce que à un moment donné, on se dira, bah non, finalement, ce produit-là n'a pas une utilité ou n'a pas une durabilité à plus long terme. Donc ça, effectivement, ce côté le bonheur, je suis complètement d'accord. Tous Et les alors, grands il y biais. a il y a un très bel exemple, parce qu'on mesure la satisfaction des clients depuis toujours, quand on est un bon directeur marketing, directeur communication. Mais il y a un très bel exemple qui a été mis en place par Decathlon récemment, qui est le système de la location. Ils ont lancé une offre qui s'appelle WePlay Circular, Ouais, avec je un trouve ça top. Belge à sa tête qui s'appelle Luc Ternink, ou un nom comme ça, à peu près. Je parle pas flamand et je m'en excuse. Qui a donc lancé un modèle où pour 25, 50, 75 euros, on a le droit d'avoir chez soi 400 euros de matériel, Decathlon, 1000 euros ou 2500 euros de matériel. Donc du coup, les produits sont euh, réparables, sont bien entretenus. La condition, c'est de rendre le matériel dans un bon état. Si je veux aller faire du kayak, mais que j'ai 4 VTT chez moi, je vais aller le samedi matin chez Decathlon, je vais rendre mes 4 VTT, je vais prendre des kayaks, je vais faire du kayak pendant tout le week-end, et le lundi matin, quand je reviendrai ramener les kayaks, je pourrai récupérer mes VTT, ou s'ils ont été prêtés à quelqu'un d'autre ou loués à quelqu'un d'autre, je vais pouvoir en prendre d'autres, si possible d'occasion évidemment à chaque fois. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est la rentabilité du projet, et elle est forte. La réduction du bilan carbone de cette offre, elle est forte, mais aussi la satisfaction. Et la satisfaction est très forte, dans la mesure où les utilisateurs de cette offre WePlay Circular font 2 fois plus de temps de sport et 2 fois plus de sports différents. C'est-à-dire qu'une personne qui fait 2 heures de running tennis, ben, va essayer le badminton, va essayer le kayak, va faire plus de sports, des sports plus variés, et va pratiquer le sport 2 fois plus longtemps par semaine. Et il va prendre beaucoup plus de plaisir. Donc là, je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'on passe vraiment d'un modèle de la propriété vers l'usage, et avec des taux de satisfaction qui sont très importants. Donc c'est certainement une offre qui vont massifier un peu partout chez Decathlon, et qui sont hyper motivés et toujours à fond, Ouais, et ça à fond la forme. évidemment. Les slogans qui Qui marquent marque et qui des années fonctionnent. 80. Ouais. Là, on est complètement en phase sur cette notion de prestation de service, en tout cas de penser différemment. Heu, on voit sur la location avec du matériel de bricolage ou d'autres choses comme ça. Est-ce que c'est utile d'avoir un appareil qu'on va utiliser 2 fois dans l'année et qui va On utilise une stagner perceuse, quelque part dans la cave et cetera? ouais, une perceuse, et utiliser 8 minutes dans toute sa vie de perceuse. Ah, c'est Ce bien. produit est fabriqué certainement en Chine. Donc pourquoi on a tous une perceuse chez nous? Moi, j'en ai pas, parce que je ne rigole pas et je refuse. Mais est-ce qu'il faudrait pas une perceuse par quartier, un Karcher par quartier? Moi, je supporte pas
et ce type de produit qu'on utilise si peu et dont tout le monde est propriétaire. Donc, c'est clair. Il y a des Et le roi collectivités qui, investissent là-dessus ou même des groupes de quartiers, bien sûr, qui échangent sur ce sujet-là. ouais. Est-ce que tu peux évoquer, quelques stéréotypes de la pub? Tu as parlé, de la famille entre Mmh, guillemets «parfaite» mmh. avec sa belle maison et sa belle villa. Il y a des changements en termes de publicité que les agences, et les médias et les annonceurs aussi, commencent à se dire: «Il est temps de changer de paradigme» et cetera. Tu peux en citer quelques-uns? Alors, le problème de la pub, c'est qu'on a 20 secondes ou 30 secondes. Donc, par définition, on va utiliser des stéréotypes, des caricatures pour que le message soit compris. Donc, si on pense à un pêcheur qui va aller en mer pour ramener des poissons qui vont être fabriqués en surimi, ben, on pense tout de suite à un mec qui a une chemise écossaise, bien costaud. Voilà, c'est ce qui avait été utilisé pour faire émission sur sa superbe campagne Venez vérifier. Donc on utilise des caricatures. Et le problème, c'est qu'on utilise des caricatures qui ne vont pas dans le sens du développement durable. Typiquement, pour lancer une voiture, on va mettre un homme conduit seul au milieu d'un grand paysage. Alors ça peut être un pont avec la nature autour et on va domestiquer la nature, hein. L'homme est supérieur à la nature, donc on va montrer la force, la puissance de l'homme dans sa nouvelle voiture extraordinaire au milieu de l'environnement. Donc ça, c'est une caricature qu'on retrouve très souvent. Une seule personne, un homme, pour le lancement d'une voiture. Euh, Ça a pas mal évolué quand même sur les stéréotypes, on va dire, de type sociaux, c'est-à-dire il y a de plus en plus de diversité. Les couples sont pas automatiquement hétérosexuels, etc. Donc il y a des évolutions. Mais il y a encore le pavillon, la représentation d'un plat, mais il va être carné. Donc il y a un super boulot qui a été fait par une association qui s'appelle l'EPE, Entreprise pour l'environnement, qui regroupe beaucoup d'entreprises du CAC et du SBF 120 qui sont plutôt des très grands annonceurs au sein de l'EPE, mais qui ont travaillé là-dessus et donc ils ont publié un livre justement pour dire il y a 10 stéréotypes qu'il faut combattre. Le pavillon en fait partie, l'alimentation carnée en fait partie. Dans les pubs, on a l'impression qu'il fait toujours chaud. On est toujours en t-shirt, hein, voilà. Donc il y a plein de stéréotypes comme ça qui sont attaqués et l'exemple que je prenais sur la publicité pour un lancement de voiture en fait partie. Et maintenant, il y a aussi, l'APR qui vérifie, les publicités et notamment sur les véhicules, de favoriser la mobilité douce ou de se dire: «Si c'est pas un véhicule électrique, interdiction de montrer des beaux paysages», comme tu dis, d'avoir au moins, une sensibilité au covoiturage, donc de montrer plusieurs Mmh. personnes dans le véhicule. Il y a un certain nombre de règles qui vont devenir un peu, évidentes dans les pubs, de ces prochaines années. Ouais, mais le monde de la publicité a créé cet organe d'autorégulation pour éviter d'être régulé, en disant: «Vous inquiétez pas, on gère le problème». Je trouve que c'est pas très ambitieux. RPP va pas très loin dans ses recommandations. Pas Ils ont suffisamment loin, ouais, ce non, pour toi. c'est un peu gentil et il faudrait aller beaucoup plus loin. Et c'est pas compliqué. Et quand on écoute les citoyens, notamment ceux qui sont exprimés suite à la convention des citoyens pour le climat, il y a eu pas mal de recommandations et en fait, les publicitaires et sa porte-parole éternelle, Mercedes Serra, a dit: «Ne vous inquiétez pas, on gère le truc, on a l'ARPP qui va s'en occuper». Voilà. Donc ça va pas assez loin, il faut écouter les citoyens. Ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir un avenir de la publicité où on entend dire, demain ou dans 10 ans, il n'y aura plus de pub? Il y a des marques qui réussissent sans pub, hein. Heu, dans la tech évidemment, hein, Google, Facebook et cetera. Hem, il y a Veja, la marque de basket, dit haut et fort qu'ils ne font pas de publicité parce que c'est vrai que, parfois ça représente 70 Mmh. du Du prix chiffre du produit? d'affaires, du prix du produit. On sait que Stan Smith, d'Adidas a investi, des millions d'euros pour, relancer la Stan Smith et ça a très bien marché. Je crois qu'un Parisien sur 2 a des Stan Smith. Mais maintenant de plus en plus des déjà. Donc la publicité évidemment doit se remettre en question. Elle se remet en question parce qu'il y a des agences comme l'agence Mieux, mais il y en a d'autres qui remettent en question le rôle de la communication. Comme je le disais tout à l'heure, la publicité est un accélérateur fantastique. Donc si on fait la communication responsable, on peut embarquer les citoyens vers ces nouveaux imaginaires. Voilà. Et petit scoop du jour, il y a la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat,
qui s'est lancé il y a maintenant à peu près 2 ans, qui a réuni 150 professionnels pour faire des propositions dans le sens de la RSE au sortir de cette première CEC. Ensuite, il y a eu des CEC régionales qui sont lancées. Nous, on a certains clients qui sont passés par la CEC, ils sont vraiment rentrés dans une machine à laver, ils se sont fait retourner le cerveau, ils en sortent avec des envies de décroissance, avec des envies de vraie réflexion sur leur business model. C'est assez efficace comme modèle. Donc, il y a eu ces CEC régionales, il y a une CEC consulting, une CEC finance. Et donc, le scoop, c'est qu'il y a une CEC nouveaux imaginaires qui est en train de se créer. Et l'agence Mieux fait partie des premières entreprises à avoir accepté de collaborer à cette CEC. Donc, ce sont Génial. des marques, des médias, parce que évidemment que la presse, au sens large, les médias sont très importants dans ces nouveaux imaginaires. Mais il y a quelques agences, quelques médias. Il y a My Little Paris qui va en faire partie. Je sais pas quand est-ce que va sortir ton podcast. Les infos vont être officielles le 20 novembre. Donc, si c'est après, ça va, Il n'y a pas de souci, j'aurais ça pas sera fuité. forcément après. Mais il y a l'agence Mieux qui va en faire partie, il y a des annonceurs qui vont en faire partie. Voilà, donc on va potasser pendant 6 mois, d'avril 2024 à décembre 2024, pendant 8 mois même. On a 6 sessions de 2 jours de formation, avec des restitutions à chaque fois et à la fin, la publication d'une feuille de route pour chacune des entreprises participantes sur, voilà, comment je vais gérer les nouveaux imaginaires que je vais créer, auxquels je vais contribuer. Voilà, évidemment, on espère qu'il y aura plein de belles entreprises qui sont intéressées par ce sujet et qu'il y aura des belles feuilles de route qui vont sortir. Mmh. Parce qu'on a besoin effectivement de projeter les consommateurs ou n'importe quel acheteur ou un client B2B dans justement une autre façon de faire. Et ça nécessite une conduite du changement qui peut être vive, violente, avec un déni, un refus de changer dans cet acte-là, mais on en a besoin de toute façon si on veut arriver à 2050 à nos 2 tonnes par Français et bon, pas une neutralité carbone, mais en tout cas pour les entreprises d'y arriver le plus possible. Ouais, Tu parlais tout à l'heure de la publicité et des montants faramineux de budget publicitaire et c'est vrai que j'en reviens souvent à penser, dans les axes marketing, tu as les 4 P, mmh, enfin les 4 fameux, avec, cette notion de prix et pour moi, ce qui est important, c'est aussi d'aborder, quand on fait du marketing responsable, d'aborder le prix juste et effectivement, dans mes réflexions, c'est de me dire: «Est-ce qu'il y a besoin d'autant de budget lié à la publicité ou à toute cette, partie marketing communication?» Qui sont impactés dans le prix et au final, le consommateur, qu'il soit en B2C ou en B2B, le client, a un prix qui n'est pas totalement, juste, si je mets des guillemets par rapport à qui ça ne correspond pas à la valeur du produit. et qui correspond pas à la valeur du produit. Est-ce que, ça, c'est quelque chose qui va être encore entendable dans les mois ou les années à venir ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va forcément se réguler? Tu en Il penses y a quoi? de plus en plus de marques refusent quand même de participer à cette course à l'échalote, à cette promo permanente. En novembre, il y a le Black Friday, donc tout le monde fait 50% de remise. Je rappelle juste, parce que les gens ne le savent pas souvent, que la fameuse pub de Patagonia a été lancée en 2011 pendant le Black Friday pour dire «Don't buy the jacket». C'était justement au moment du Black Friday. Je suis pas sûr que Patagonia fasse beaucoup de promos. Fago on ne fait pas. Pour acheter une Véja moins chère, il faut qu'elle soit reconditionnée d'occasion ou qu'elle ait un défaut dans leur boutique à Bordeaux au sein de l'écosystème Darwin. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de promos. Il y a des entreprises qui fonctionnent encore vachement comme ça, hein. Yves Rocher, qui est une entreprise quand même qui est super engagée, Bicorp, qui fait un très beau rapport RSE. Je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est très réussi. C'est pas nous qui l'avons fait, hein. Voilà, c'est une entreprise très engagée, mais elle est quand même dépendante de la promo. Voilà, c'est parce que j'achète 2 produits que j'en ai un troisième gratuit, et cetera. Donc, Mais est-ce qu'il y a un avenir sur la promotion? Ça, c'est clairement, une question que je me pose. On parle du Black Friday, on a, une époque compliquée d'un point de vue, budget du consommateur et de la famille avec, l'inflation, avec toutes ces difficultés-là et c'est vrai que moi je vois, en tout cas je le vis ou je le ressens comme ça, cette promotion comme une insulte au consommateur lambda. Sous-entendu, mon prix potentiellement, il pourrait être plus bas,
Mais j'y rajoute un certain nombre de couches qui fait que de temps en temps dans l'année, voire trop régulièrement comme tu le cites, j'ai des prix, qui sont cassés. Et est-ce que je peux pas avoir un prix lissé qui soit juste pour n'importe quel client, et qui me permette d'avoir un budget, plus limité, quoi? Je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Il doit y avoir une remise en question des marketeurs sur le prix. Parce qu'en plus, du coup, ça génère un trafic très important au moment des promos. Mais ça veut dire que le reste du temps, en fait, les magasins sont vides. En tout cas, il y a assez peu de trafic pendant tout le reste de l'année et donc en fait, il y a les 2 Magasin ou périodes de e-commerce, hein, on a ouais, les 2. e-commerce partout et en B2B, tu le disais aussi, hein. Mais si on fait des promos, à répétition, ben en fait, on habitue le consommateur et c'est ce qu'on a fait depuis, des années, hein, à être, hyper dépendant et de n'aller que sur des promos. Donc après, c'est très courageux de dire: «Moi, je fais pas de promo, je fais pas de remise» et pour, lisser mon trafic, pour, vendre toujours au juste prix et cetera. C'est ce que beaucoup de marques essaient de faire, heu, mais c'est quand même très difficile parce qu'on sait bien que c'est quand même un levier très important pour vendre, et là, avec toutes les crises, l'augmentation du prix des matières premières, crise de l'énergie et cetera, on a bien vu que les promos continuent, c'est malheureusement pas près de s'arrêter. C'est ce que je voyais moi il y a, peut-être, 15 ans ou je vais pas trop dire plus sinon, j'ai l'impression d'être hyper vieille. Mais, je le voyais dans l'industrie pharma où je travaillais avec les pharmaciens en leur disant: «Attention quand, vous devez, acheter ou négocier avec vos laboratoires partenaires, ne regardez pas que la remise, soyez attentifs au prix, final Mmh. auquel vous allez l'acheter» et en fait, il y avait des pharmaciens à l'époque qui étaient, obnubilés par: «Ah oui, mais il me fait, 55 il me fait, 30 il me fait 20 enfin peu importe le montant», mais au final, sans regarder réellement quel était le prix, de base. Donc il y a des fois tout un changement de philosophie, de paradigme qu'il faut faire évoluer et dans la psychologie, des fois, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc Tu il y a parles il de y la a un distribution rôle là-dessus. pharmaceutique et c'est vrai aussi dans la distribution alimentaire, hein. En GMS, les grands industriels arrivent et ils ont toujours des remises. Enfin, Mmh. la négo, nationale, On est habitué à ça. voilà. C'est: Celui «OK, qui bah, ferait tu vas me faire combien? Je te prends tant en volume ouais, et du coup, toujours, tu me fais quoi?» systématique. Ouais, donc c'est ça aussi qu'il faut casser dans l'ensemble des 2 sens, enfin dans tous les sens. Est-ce que, finalement, comment tu arrives à communiquer de façon responsable? Est-ce que tu as quelques tips ou conseils auprès d'annonceurs qui disent: «OK, je sais que la façon dont je présente mon offre, mes produits, je suis pas forcément que sur du greenwashing, mais j'ai envie de valoriser des actions que je trouve positives dans mon entreprise». Quels sont les bons conseils que tu pourrais donner? Alors, il y a des conseils sur le fond et sur la forme. Si on commence par la forme, on peut éco-socio-concevoir, sa communication. Quand on parle d'environnement, ça serait quand même très dommage et très contradictoire de polluer quand on fabrique de la communication. Par exemple, sur la PLV, 1/3 de la PLV fabriquée n'est jamais mise en rayon. C'est terrible, c'est monstrueux. Ah, J'avais pas ces montants-là. ouais et donc OK. du coup, par exemple, il y a une coalition qui s'est montée au sein de Circulaire, qui est une boîte spécialisée sur les enjeux de circularité, comme son nom l'indique, avec les fabricants de PLV, les recycleurs, mais aussi le retail et les annonceurs. Ils réfléchissent tous à comment arrêter cette gabegie et ce gaspillage permanent de PLV. Donc, ça c'est dans la fabrication, on doit réduire les volumes, ça c'est un premier point. Après, quand on fabrique un site internet, ben, il faut éco-concevoir le code, parce que c'est-à-dire l'épurer, faire un code, très léger, qui pèsera moins sur les serveurs. Ensuite, prendre un serveur qui soit, peu énergivore. Donc, par exemple, nous, on travaille avec une super boîte qui s'appelle Data Campus, qui est le premier hébergeur à mission, qui est basé à côté du Futuroscope, qui est un bâtiment en bois avec du bois, des forêts, de la région, qui a du photovoltaïque, qui, utilise des serveurs qui sont très peu énergivores. On utilise souvent un critère qui est le PUE, je veux dire, Power Usage, Effectiveness, et plus c'est proche de 1, meilleur c'est et donc les offres,
cloud classiques, elles sont à 1,5, enfin même les green de OVH, etc. Et lui, il est à 1,005. Il est obsédé par son PUE. Voilà, donc si on a un serveur peu énergivore, ben, on va moins polluer quand on développe un site internet. Sur les sujets d'impression, c'est assez connu, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus d'imprimeries qui sont labellisées Imprime Vert. On va utiliser du papier recyclé, qui va être Ouais, c'est un labellisé secteur maintenant où PEFC, ça devient ouais, une depuis, évidence depuis maintenant, parce que 10-15 c'est à ans, peu ils près sont, tout. ouais, des encres végétales, etc. Donc, du coup, pour aller plus loin, c'est pas mal de prendre un ESAT. On travaille avec l'imprimerie solidaire qui, sur 60 collaborateurs, en a 45 qui sont des personnes soit en situation de handicap, soit en phase de réinsertion professionnelle. Du coup, nos clients travaillent directement avec eux et ils sont facturés par l'imprimerie solidaire. Donc, on marge pas sur cette prestation. Et en plus, nos clients récupèrent quelques crédits AGFIP. Comme ils sont pas aussi légaux, ça fait toujours ça de prix. Voilà, et c'est toujours mieux, en tout cas, de faire bosser des boîtes comme ça. Donc, aujourd'hui, sur la fabrication, on est de plus en plus, enfin, nous, évidemment, systématiquement, depuis toujours, on fait très attention à pas mettre d'agrafes si on peut. Donc, on va faire des pliages, des choses comme ça, pour rester sur l'impression. Évidemment, on va pas prendre l'avion pour aller faire un film en Argentine ou en Afrique du Sud sous prétexte qu'il fait meilleur aujourd'hui qu'à Paris où il fait pas très beau. Voilà, donc il faut décarboner et participer à l'inclusion sociale quand on fabrique sa communication. Donc ça, c'est sur la forme. Après, sur le fond, il y a plein de règles à respecter. Évidemment, la première essentielle, c'est de s'appuyer sur des preuves. C'est-à-dire que quand on communique sur sa stratégie RSE, on n'est pas là pour raconter des bêtises, on est là pour dire ce qu'on fait avec sincérité, avec ses succès, parfois avec ses échecs. Il y a beaucoup plus d'humilité dans la communication responsable que dans la communication conventionnelle, classique. On s'appuie sur des preuves, on s'appuie sur des labels, on s'appuie sur des labels qui ont été remis évidemment par des OTI, des organismes tiers indépendants, que ce soit sur les éléments qu'on va développer autour des sujets environnementaux ou sociaux. C'est-à-dire que quand on dit il y a une bonne qualité de travail dans mon entreprise, venez, je vous recrute, mais c'est toujours bien de mettre un label type Great Place to Work ou Top Employer à côté pour dire voilà, 100% des collaborateurs de l'agence Mieux sont contents de commencer leur journée en travaillant chez Mieux. Je suis très content de ce chiffre-là, évidemment. Mais ça a été validé, prouvé par un questionnaire anonyme qui a été envoyé à l'ensemble des collaborateurs, 60 questions par Great Place to Work, et c'est eux qui nous ont fait la restitution. Évidemment, sur les labels, aujourd'hui, il y a des labels spécifiques à des secteurs. Donc, par exemple, AB, agriculture bio pour les produits alimentaires, Imprime Vert sur les imprimantes. Il y a des labels sur les imprimeries, pardon. Il y a des labels sur à peu près tous les secteurs, sur la cosmétique, sur les plages, pavillon bleu, hein, sur l'hôtellerie, clé verte, qui sont des labels qui sont pas très connus et pourtant qui sont vachement utilisés par les professionnels, qui sont vraiment utilisés pour s'améliorer. Donc c'est vachement intéressant ces deux labels. Voilà, donc sur tous les secteurs. Et après, il y a des labels, on va qualifier d'ISO 26000, hein, global RSE, avec celui de Lucie qui existe depuis pas mal de temps et qui évolue pas trop, en tout cas qu'on voit assez peu. Il y a celui de l'AFNOR qui est assez classique, utilisé plutôt par les grandes entreprises, donc la RSE engagée. Et après, il y a deux labels. Il y en a un qui est très connu, qui est Bicorp, et très sexy, très belle com de l'association Bicorp dans le monde entier, en France en particulier, et tout. Donc, il y a plein d'entreprises, certains de nos clients, je parlais de Bollinger, mais on travaille aussi avec UPSA, qui va être Bicorp dans quelques jours. Ensuite, il y a un autre label que moi j'aime beaucoup, et c'est celui qu'on a décidé de sélectionner, sur lequel on s'appuie pour progresser, qui est Positive Company, qui est un label français. Voilà, et je considère que la France est quand même en avance, enfin je considère, tout le monde Tout le considère monde que la le dit. France Enfin, est en beaucoup le avance. disent. En général, on est classé 3e sur les sujets RSE derrière un ou deux pays scandinaves, mais on est loin devant l'Allemagne et très loin devant les US. Donc un label français, je trouve ça très bien. Surtout qu'en plus, il interroge 100% des parties prenantes. Nous, il s'avère qu'on est en cours de démarche de relabellisation Positive Company, et 100% de nos clients, de nos fournisseurs et de nos collaborateurs ont reçu le questionnaire. Je pense que c'est hyper important parce que sur Bicorp, quand tu dis je paye mes fournisseurs dans les temps,
et tu prouves ça avec un document de ton expert comptable qui dit: «Bah oui, évidemment, l'entreprise paye ses fournisseurs à 45 jours». Sauf que quand tu les interroges, parfois c'est pas toujours le cas. L'expert comptable a produit un document qui respecte la loi et c'est normal. Mais, parfois il y a des fournisseurs qui sont payés à 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et là, quand on les interroge chez Positive Company, ils nous disent s'ils sont payés, à 45 jours. Nous, il s'avère que les freelances sont payés, dans la semaine. Mais ensuite, les fournisseurs sont payés à 45 jours parce qu'on est payé à 45 jours, etc. Et en l'occurrence, on a assez peu de fournisseurs sur lesquels on fait essentiellement du conseil et de la matière grise. Voilà, mais je trouve que ce label est quand même super intéressant. Donc typiquement, s'appuyer sur des labels est une façon de faire de la bonne communication RSE. Il y a d'autres règles pour faire de la bonne com RSE. Travailler avec ses parties prenantes, avec ses opposants même. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui devraient rencontrer beaucoup plus souvent leurs leur Greenpeace à eux, ou L214, etc. Parce que c'est une vraie façon de progresser. Et les entreprises qui l'ont fait ont beaucoup progressé. Travailler évidemment avec ses collaborateurs, parce que si c'est pas validé par l'interne, il faut surtout pas communiquer en externe. Travailler avec ses clients. Aussi, je pourrais reparler de Decathlon, qui fait plein de choses avec son club de co-création, où toujours les clients sont en. Voilà, il y a plein de règles. Il y a évidemment le sujet des imaginaires, hein. On n'est pas là pour, on le dit souvent, nous en interne, on est là pour laisser une empreinte immatérielle positive. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen consommateur qui va voir notre communication, notre publicité, ait envie de partir dans cette démarche de développement durable. Alors, tu as parlé de plein de labels. Ouais, Il y en a un que tu as pas cité, le label Agence Active, ouais, c'est vrai. alors que tu es une agence de com. Ouais. Donc, tu en penses quoi? Est-ce que ça fait partie des idées futures ou pas? On le fera peut-être, surtout que maintenant, il est ouvert à toutes les agences et il faut pas être forcément, membre de la ACC. Même, bah, après c'est payant, mais c'est normal, c'est comme tous les labels. On a décidé de pas l'être pour, continuer à être un peu des résistants dans notre coin et avoir cette façon, de faire qui est un peu différente de celle du marché. Hem, je vois des agences qui le sont, alors qu'elles sont pas spécialement, très engagées sur les sujets RSE. Moi, ça me donne pas très envie d'y aller. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on n'y est pas allé. Voilà, on préfère s'appuyer sur un label qui est, hyper sérieux, qui s'appelle Positive Company. On sera peut-être B Corp un jour, parce que c'est quand même, un point de reconnaissance et ils ont une très belle notoriété, même si, comme je te l'ai expliqué, hein, je considère que c'est moins ambitieux que Positive Company. Mais, voilà, un jour, on sera aussi peut-être, RSE, agence active. Et alors justement, tu cites, en disant voilà, on fait déjà des choses, qui sont peut-être plus loin que ce que d'autres font. Est-ce que tu peux citer, quelques exemples? Tu m'avais parlé de l'acronyme Merci. Là, Mmh. aujourd'hui, les locaux de l'agence Mieux, c'est sur une péniche. Qu'est-ce que Alors la tu peux me péniche raconter sur tout ça? péniche fabriquée en Île-de-France. Je ne sais pas si, le fait d'être sur une péniche nous rend plus RSE ou moins RSE que d'autres. Non, on a notre, stratégie RSE. L'acronyme MERCI, c'est vraiment comment on communique sur le carbone. On communique sur la mesure, sur l'évitement, sur la réduction, sur éventuellement la contribution, on appelle aussi la compensation carbone. Voilà, j'ai acheté des crédits carbone pour, entre guillemets, effacer les traces que j'ai laissées. Et surtout, le I, c'est l'implication. L'implication à travailler sur MERC, sur globalement la réduction et la stratégie de décarbonation. Voilà, alors chez Mieux, il s'avère qu'on fait notre bilan carbone, on a fait 90 tonnes, une énorme partie sur les 90, et il y a 22 tonnes qui sont vraiment sur notre périmètre. Ensuite, il y a 68 tonnes qui sont sur auprès de nos fournisseurs. C'est-à-dire quand on travaille avec des freelances, avec une boîte de dev, avec des boîtes de prod, il y a des indicateurs à chaque fois qu'on paye une facture. En fait, on prend un gros coup de carbone. C'est hyper important, alors qu'en fait, on les connaît, nos fournisseurs, et en fait, ils sont très peu carbonés. Mais bon, c'est le calcul du bilan carbone est comme ça. Donc nous, on a fait 90 tonnes, on a compensé avec des crédits carbone qu'on a achetés, qui sont triple certifiés.
VCS, enfin voilà, les standards internationaux de crédit carbone. Et on participe à la reforestation et à la préservation de la biodiversité, notamment des orang-outans dans une forêt en Indonésie. Voilà, mais l'objectif avant tout, c'est de réduire. Mmh. La bonne Oui, parce nouvelle, que quand on parle de compensation, bon, pour moi, ouais, le premier truc, c'est en mode bullshit, c'est, ouais, du coup, je peux continuer, ouais, ma petite vie sans rien changer et évidemment. je compense. Ouais. Non, le fait marquant, c'est qu'on soit passé de 13 tonnes par collaborateur à 4,46 tonnes. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est une grosse réduction. Alors il s'avère que bon, nous on fait pas de tournage en avion, etc. Et, par exemple, on avait fait 10 tournages pour le groupe La Poste on avait mesuré le bilan carbone de nos 10 tournages qu'on avait fait. Alors depuis, on en a fait beaucoup pour le groupe La Poste. Et les 10 premiers, on avait fait 120 kilos de CO2, ce qui est ridicule. Planter un arbre à 3 euros. Parce que pour aller à Marseille, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Marc-en-Barœul et un peu partout en Île-de-France, on avait pris les transports en commun ou notamment le train pour aller à Marseille, etc. Et on avait fait très attention à ce qu'on avait mangé le midi, voilà, plat végétarien et tout. Donc on avait vraiment fait l'exercice un peu de façon jusqu'au boutiste. Mais c'est un peu comme ça tout le temps, hein. C'est-à-dire que là, tu vois, on est sur une table que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais c'est une table d'occasion On voit. en bois, avec Nickel. 2 fauteuils club qui sont quand même très vieux, Oui, je vois. que j'ai acheté Il est un peu d'occasion abîmé, là, à côté. aussi au rugby club. Tout le mobilier ici est reconditionné, hein. Mmh. Si tu te balades dans les salles de réunion ou dans les bureaux, tu verras 100% du mobilier est reconditionné. On l'a acheté chez Fairspace, qui est une start-up qui travaille que sur du mobilier éco-responsable. Cette petite table que j'ai à côté de moi, on reconnaît un petit peu des bouteilles de Badois qui ont été recyclées, OK. plein de bouteilles. Donc tous nos achats sont passés au filtre de la RSE. Donc le café que j'ai bu avant de venir, c'est un café joyeux. Voilà, enfin 100% de Tout nos achats, les il produits y a une d'entretien. vraie stratégie au niveau des achats responsables, Oui, après c'est enfin pour nous c'est c'est assez vraiment une limité, évidence. mais Après on achète très peu. ouais, c'est ça. Et enfin, tout ce qui est ici, c'est soit de la seconde main, soit un achat responsable parce que éco-conçu, etc. Mmh. Voilà. Donc ça fait partie de notre stratégie de décarbonation. Le fait que l'on vienne tous en transport ou en vélo en fait partie aussi. Moi, l'an dernier, j'ai fait 3500 km de vélo. Donc c'est mes allers-retours entre mon domicile et la péniche. Mais aussi, parfois, je vais jusqu'à Bastille, Austerlitz, etc. Je mets 1 heure pour rentrer à Rueil-Malmaison. Mais j'adore me Mmh. balader en vélo dans Paris, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on fait Un peu attention. dangereux quand même. Mmh. Ouais, non, Madame Hidalgo a fait beaucoup d'efforts pour nous permettre de circuler de Ouais. façon sécurisée. Donc voilà, on fait attention à tout. C'est presque un jeu. Donc ça, c'est sur la partie carbone, environnement, dans la strate RSE. Après, on fait un peu de pro bono pour certaines associations, notamment une association qu'on aime beaucoup qui s'appelle No Plastic in My Sea, qui, comme son nom l'indique, travaille sur la réduction du plastique à la source et la réduction du plastique ensuite dans les océans, les mers et notamment dans le fleuve sur lequel on est, qui s'appelle la Seine. Donc, on fait des ramassages annuels de déchets où on trouve, l'autre fois on a sorti quand même un canapé, quelqu'un qui a jeté un canapé dans la Seine. On a sorti des vêtements, des baskets, des capotes, des mégots, 8000 mégots la Mmh. dernière fois qu'on a ramassé, hein, dans une bouteille d'1,5 litre d'eau, c'est comme dans une bouteille en plastique, on peut mettre 1500 mégots. Donc on avait rempli 5 ou 6 bouteilles à fond. Donc on a ramassé une fois une pierre tombale, une batterie de voiture. Bah, on ramasse plein de trucs. Donc on fait cet effort-là. Après, donc ça, c'est toujours sur la partie environnement, sur la partie sociale. On travaille sur la qualité de vie, sur l'épanouissement, sur l'équilibre pro-perso. Chez nous, après 19 heures, globalement, il n'y a plus un seul mail qui est envoyé de qui que ce soit. Moi, ça m'arrive parfois de faire quelques mails le soir. Donc, je reporte l'envoi effectif au Un vol lendemain, différé, voilà, au lendemain lendemain 9 9h. heures, c'est pas très compliqué. Évidemment, dans les signatures, il faut marquer que si c'est en dehors des heures de travail, tu réponds quand tu veux. Il y a plein de techniques comme ça. Après, pour l'épanouissement de chacun, on a mis en place aussi, c'est entre guillemets la mesure qui nous coûte le plus cher, 1 mois de congé paternité-maternité en plus du congé légal. Donc voilà, par exemple, Simon a eu un petit-fils, a eu un fils au mois de mai
Et donc il a pris les 28 jours légaux au mois de mai et il est pas reparti un mois cet été en vacances pour profiter de son fils. Ça, voilà, Et ça, c'est une et vraie attention ouais, portée aux et la collaborateurs. crèche est payée aussi par l'entreprise. Donc ça, ça fait partie des mesures qui nous coûtent un peu de sous, mais au moins le collaborateur est serein, il sait que son enfant est à la crèche et que tout est organisé pour qu'il puisse travailler sur des horaires normaux et que c'est pas un iPad qui va garder son fils. Mmh. Alors justement, tu parles un peu de toute cette communication auprès des employés, des collaborateurs, des équipes. Ça me fait forcément penser à la communication autour de la marque employeur avec, souvent des belles valeurs qui sont créées ou que l'on voit, sur des kakémonos à l'entrée, du hall ou sur le site internet et qui au final, ne se retrouvent pas dans les actions quotidiennes des managers envers ces équipes. Comment tu arrives à déceler la communication avec un futur client pour éviter que ça devienne un peu ce côté, bullshit, de com, RH. Ouais. Alors ça, c'est un vrai problème, une vraie dissonance entre les valeurs affichées et la réalité et du coup l'entreprise va pas bien, les collaborateurs se sentent mal et ils nous l'expriment. On le voit bien et donc voilà, c'est assez rapide de s'apercevoir cette dissonance entre les valeurs affichées et la réalité dans la façon dont se comportent nos clients. Et on a la chance, en fait, quand on bosse sur des sujets RSE, ça doit inciter les gens à faire plus de RSE d'ailleurs. On a la chance de travailler avec des gens qui sont très investis, qui sont sincères, et qui nous racontent la vérité, et qui travaillent sur des valeurs, une raison d'être qui est co-construite en général. Et à partir du moment que c'est co-construit avec les collaborateurs, en général, ce sont les vraies valeurs. Voilà. Nous, on a les valeurs au sein de l'agence Mieux, c'est accro, ACRO, l'ambition, parce que il faut aller vite, il faut frapper fort. C'est notre rôle, nous, d'agence pionnière sur ce secteur, d'aller plus vite et d'aider nos clients à aller plus vite. Ensuite, il y a la curiosité, tu en parlais tout à l'heure, un vilain défaut que j'adore. Voilà, faut s'intéresser à tout. Alors, c'est difficile de s'intéresser à tout, mais on n'est Ça, pas. c'est le propre des marketeurs et des communicants. Ouais, Enfin, normalement, c'est une des qualités, ouais. qui nous distingue Bon, des autres, bon, façons de penser. ouais, je pense que sur les sujets RSE, il y a quand même beaucoup à creuser. Il y a des rapports du GIEC, entre autres, qui sortent fréquemment. Il y a des articles, des newsletters. Donc, quand tu arrives chez Mieux, tu as un guide de bienvenue et avec les 30 documentaires qu'il faut voir, avec les newsletters auxquels il faut s'abonner, les bouquins qu'il faut lire, les influenceurs qu'il faut suivre, etc., etc. Voilà. Mais moi, je Génial ça. consomme énormément d'informations de newsletters. Mmh. La news de stratégie, j'ai commencé à bosser en agence de mémoire le 1er juin 98. Je pense que j'ai lu 98% des newsletters de stratégie de la quotidienne du matin et C'est vrai? maintenant du Trésor et de celle de CB News aussi. Et après, maintenant, sur les sujets RSE, il y a The Good, il y a Novetic, enfin, il y a plein de Que je newsletters suis aussi. qui sont très intéressantes. Il y a celle des Good qui est pas mal aussi. Un peu plus grand public, mais voilà, celle de The Good, elle est sur le mardi, à chaque fois, ils mettent en avant des entreprises qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, c'est-à-dire que ce matin, c'était sur la Camif, dont on parle très souvent dans le petit monde de la RSE, Mmh. et sur leur retour d'expérience sur la location, puisqu'ils ont mis en place la location. Mais voilà, chaque mardi, on a des news de nouvelles entreprises qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup The Good. Alors Euh, tu parlais tout à l'heure des ambitions curiosité, du coup, il me manque la fin de ouais, l'acronyme. alors R, la responsabilité, mais c'est pas juste la RSE, c'est aussi, en tout cas, on pourrait mettre ça dans la RSE si on veut, mais c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres et l'engagement. C'est-à-dire, si moi je dis à un stagiaire, je m'engage à faire ça pour toi dans les 2 jours, il faut que je le fasse. Pareil avec un client, si on s'engage à lui livrer quelque chose dans la semaine ou dans la journée, voilà, c'est la responsabilité, ça va derrière il y a évidemment tous les enjeux RSE, mais il y a aussi cette notion de parole qui est hyper importante chez nous. Voilà. Et ensuite, le dernier, le O, c'est l'optimisme. Euh, Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, voilà, il faut être audacieux, il faut tenter.
On va peut-être se planter, mais il faut tenter des nouveaux axes de com, des nouveaux insights. Il faut sortir des nouvelles campagnes qui seront peut-être risquées, mais aujourd'hui, je pense que sur pas mal de sujets, c'est très risqué de pas prendre de risques. Donc, faut prendre des risques, il faut être audacieux, il faut être optimiste. Voilà. Donc, ambition, curiosité, responsabilité, optimisme. Mmh. Ça me va bien ces valeurs-là. Elles ont été co-construites, évidemment, avec les collaborateurs de l'agence. Elles ne sont pas sorties du chapeau du fondateur de l'agence il y a 14 ans. J'imagine. J'aurais bien voulu aussi que tu parles, rapidement, des 4, schémas de l'ADEME dans la Ouais. façon dont on peut communiquer, sur les années à venir. Alors, l'ADEME a bossé et a sorti un plan qui s'appelle France 2050 sur 4 scénarios. Je dis pas scénarii, moi je dis scénario, comme je dis, je mange un spaghetti, pas un spaghetto. Voilà, et j'achète 2 pizzas, pas 2 pizzas. Donc, 4 scénarios qui sont super intéressants parce qu'ils nous projettent vraiment très loin. Et comme ils sont les 4 différents, ils sont en fait, il y a des partis pris très forts. Le premier, c'est sur la frugalité. Comment on réduit de partout. Évidemment que c'est une solution. Si on écoute Fabrice Bonifay du C3D, il va dire de réduire. Ça, c'est un premier scénario. Donc, il y a des entreprises qui commencent à parler de frugalité, même si le mot de sobriété, on avait regardé dans 4200 signatures de marques, il n'est jamais utilisé. Hein. Une marque ne promet la sobriété ou utilise l'adjectif sobre. Donc, ça, c'est un premier scénario. Le deuxième, c'est les coopérations territoriales. C'est comment on s'organise localement pour pouvoir mieux travailler ensemble. Comment, dans une zone industrielle, les déchets de l'un peuvent être une ressource pour l'autre. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a un gros développement de quelques startups, Innovafeed, Insect, sur la production d'insectes pour la nutrition animale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un poisson, il mange à 70% du poisson. Alors qu'en fait, traditionnellement, un saumon, une truite, ça mange des moustiques. Donc, comment on fabrique des insectes, des moustiques? Et donc, typiquement, la chaleur fatale d'une industrie peut être utilisée pour chauffer ces pièces et aider les insectes à se reproduire. Donc ça, c'est coopération territoriale. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le pari réparateur. Tu vois, c'est peut-être le quatrième. Le troisième, ça doit être la techno verte. Comment la techno va nous sauver? Alors oui, la technologie, les ingénieurs vont nous sauver, mais je crois aussi que les communicants vont nous sauver, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, la technologie peut être une source de décroissance. Blablacar permet à des millions de Français de se déplacer en étant dans la voiture d'une autre personne. Ça, c'est un exemple de start-up qui permet de réduire le bilan carbone des Français d'une certaine façon. Donc, il y a des technologies comme ça qui vont nous permettre, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on peut produire de la chaleur et va capter du CO2. Comment ça marche? La biomasse est neutre en carbone. On met des déchets végétaux dans un four, ça chauffe, ça produit de l'électricité, de la chaleur, ça fait tourner les turbines qui vont aller dans une usine, etc. Très bien. L'avantage de la biomasse, c'est que ça produit un déchet qui ressemble un peu au charbon, qu'on appelle le biochar, et qui a deux qualités. Un, on peut lui associer un crédit carbone, parce que il capte du CO2, du charbon, il y a du crédit, il y a du carbone dedans. Et deuxièmement, c'est un énorme réparateur des terres agricoles qu'on a un peu foutu en l'air pendant 30 ans, 50 ans avec tous les engrais. Et donc, on va l'épandre sur les terrains agricoles, sur les terres agricoles. Et donc, il va séquestrer du CO2 et ensuite réparer un peu ces terres. Donc, cette biomasse, en carbone, cite l'ADEME, va produire un déchet qui a un crédit carbone. Donc, globalement, le bilan carbone de cette production de l'énergie est négative. Donc ça, c'est une révolution. Le GIEC dit qu'en 2050, 20% de la séquestration carbone sera faite à partir du biochar. Donc ça va se développer très fortement. On a accompagné une boîte qui s'appelle Carbon Loop qui a lancé cette solution, qui a commencé à signer quelques deals avec des boîtes. Voilà. Et donc la technologie, ce troisième scénario, va peut-être apporter des révolutions assez intéressantes. Et le quatrième, c'est le pari réparateur. Donc on est plus dans comment je répare ce que j'ai cassé, comment je deviens régénératif, avec des solutions qui peuvent être aussi là la compensation certainement. Il y a la CEC a beaucoup bossé sur comment je passe du business as usual à RSE
partout, à ensuite contributive, entreprise contributive, et ensuite l'entreprise régénérative. Donc, par exemple, Pocheco, qui est l'entreprise qui fabrique des enveloppes, utilise l'équivalent de 100 arbres et ils replantent 150 arbres. Donc, ils sont, entre guillemets, plus régénérateurs que utilisateurs de leurs ressources. Donc, c'est ces 4 scénarios. Ensuite, le rôle de la communication, évidemment, c'est d'expliquer ça, de donner envie de suivre ces scénarios. On sait très bien, en fait, le vrai scénario qui va se passer, c'est qu'on aura un peu des 4, certainement. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, l'avion, il va voler plein, et donc on aura une technologie qui va nous sauver, et on n'est pas trop dans la réduction. Même si le patron d'ADP, Aéroport de Paris, a dit qu'il fallait moins utiliser l'avion. C'est quand même fort de sa part. Donc, il faudra mélanger les 4 scénarios, et moi je propose aux gens quand même de s'intéresser surtout aux 2 premiers, opération territoriale et frugalité, parce que c'est là où on va gagner, et c'est ce qu'il y a de plus nécessaire, parce que la techno qui va faire voler l'avion, et qui sera neutre en carbone, elle n'existe pas encore. Et les spécialistes, parce que c'est quand même pas mal du bullshit. Donc on est aussi dans cette, création de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires qu'on citait, Bien sûr. au démarrage, donc par rapport à ces 4 pistes, Ouais. à évoquer. Ouais. Et aujourd'hui, il y a assez peu d'entreprises qui parlent de frugalité et de coopération territoriale. Il y a des entreprises de l'ESS qui le font, mais la com responsable et la com RSE n'est pas du tout réservée aux entreprises de l'ESS. C'est vraiment, toutes les entreprises doivent prendre la parole sur la RSE. Je rappelle juste que RSE, responsabilité, vient de respondere en latin, répondre. Donc une bonne strat RSE, c'est avoir des réponses. Si je schématise vraiment. Alors c'est pas la définition de Berkland, de Madame Berkland, faut pas oublier que c'est une femme qui a écrit ce rapport en 87 avec sa définition du développement durable. C'est une bonne RSE, c'est j'ai la capacité de répondre à toutes les questions qui me sont posées par mes collaborateurs, enfin par mes différentes parties prenantes. Voilà. Et donc j'ai cette responsabilité, donc je vais communiquer, communicare, mettre en commun. Je m'appuie sur le latin. J'ai fait trop de latin. J'ai fait beaucoup de grec aussi, ce qui m'est moins utile aujourd'hui. Mais voilà, je communique, donc je mets en commun mes informations, ma stratégie et ma volonté de décarboner, par exemple, mon activité. J'aurais encore une autre question, plus large, mais que je te poserai, tout à la fin. OK. J'aimerais enchaîner maintenant sur des questions à peu près, classiques que je pose à mes invités, donc OK. séquence, marqueur. OK. Et la première question que je pose, c'est généralement le nom de mon podcast se nomme Marqueur, parce que pour moi, je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises et que quand on agit avec le cœur, eh bien, on embarque tout le monde, ses équipes, mais toutes les parties prenantes, forcément beaucoup plus loin. Ça t'inspire quoi? C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Moi, j'aime les mots, les images, la culture, et j'ai une mère qui était prof de français et qui était chercheur en sémiotique. Et donc j'ai beaucoup appris Donc d'elle. l'étymologie, on le Donc, voit, ouais, ta ouais. passion pour Alors elle le était en latin lettres, aime beaucoup. ouais, elle était en lettres modernes, pas en lettres. Elle a fait plus lettres modernes, et d'ailleurs elle a beaucoup bossé sur les sujets, publié sur les sujets féministes. Elle avait fait sa thèse sur le roman d'émancipation féminin est-il un genre, de 68 à 90, donc vraiment sur l'émancipation féminine. Là aussi, il y a peut-être un lien avec mes positions personnelles. Donc oui, évidemment que la communication est un sujet d'émotion. Moi, je suis capable de pleurer devant une publicité. Je suis capable de voir une Mais c'est pub. souvent comme ça qu'on dit, cette pub, elle a marqué Bien parce que, sûr, on a ressenti une émotion, que bien ce sûr, soit de la colère, de la tristesse, du dégoût ou de la joie, de l'humour, de la bien sûr. compassion, enfin voilà. Les pubs Intermarché avec le jeune couple là, avec ce jeune garçon qui fait ses courses et petit à petit Et qui se qui met à tombe cuisiner amoureux. et qui tombe amoureux et qui finit sur sa mobilette avec sa caissière, sa jeune fille, etc. Il y a une vraie émotion. Monoprix aussi avait fait une très belle histoire d'amour avec des lettres, avec un gamin qui écrivait quand il était petit des messages d'amour à sa jolie fiancée. Voilà, avec le packaging de Monoprix qui est très reconnaissable. Et ils se sont pas vus pendant 10 ans, et il la revoit et il lui écrit avec ça, et c'est une histoire d'amour. Donc, cette publicité, elle est extraordinaire. Donc évidemment que c'est un sujet d'émotion, sinon c'est pas de la communication, c'est une information. Voilà, la communication sans émotion, c'est une information. Donc notre rôle,
c'est évidemment, et je crois que la majorité des gens qui font du marketing et de la communication, c'est de pouvoir transmettre des émotions aux personnes qui vont voir cette publicité. Donc, marqueur, félicitations, c'est le cœur et les tripes aussi, hein. Voilà, même si c'est très brain et qu'il y a des gens qui sont très intelligents et brillants et cultivés. Euh, et je crois que encore plus sur les sujets RSE, il faut parler aux émotions. Euh, on a fait une conférence à ProDurable sur les nouveaux imaginaires. Et une des réponses qu'on apporte, c'est comment on s'appuie sur la culture, et la pop culture en particulier, pour transmettre nos messages de communicants, les stratégies de communication des marques et des entreprises pour lesquelles on travaille. Et je crois que c'est une façon de faire, de s'appuyer sur ces références culturelles que tout le monde connaît. Euh, Mattel l'a super bien fait cet été avec Barbie, le film qui a explosé, qui est un énorme mensonge, mais qui est quand même aussi un film qui parle d'émancipation féminine, et que je trouve remarquable. Et si on regarde, si on oublie le mensonge de Mattel, ce film est quand même super intéressant. Et je pense qu'une jeune fille de 15 ou 20 ans qui va voir ce film-là, elle en sort en se disant je dois exister, je dois être moi. Et en fait, c'est voilà. Donc, c'est une façon de faire la communication. Alors, ça coûte un peu cher, hein. Le film va coûter 100 millions, même s'il a rapporté des milliards. Donc, il y a un petit pari à faire. Mais voilà, s'appuyer sur la culture, typiquement, et sur les émotions qu'elle nous procure, c'est une façon de bien communiquer. Complètement. Alors, je mettrai dans le lien descriptif de l'épisode le lien du replay de la conférence de ProDurable, Ok, parce qu'elle merci. elle est accessible. Donc, je vous conseille de l'écouter, de la visionner. Bien détaillé sur tous ces sujets-là. Est-ce que tu aurais un éco-geste que tu aimerais partager avec nous? Un éco-geste que tu fais peut-être avec les enfants d'un point de vue pro perso ou Ouais. alors côté pro? Pour tu as compris qu'en fait, les éco-gestes, c'est Plein, permanent, hein. il y en a plein partout. Il y a 5 poubelles ici, etc. Donc voilà, le tri, évidemment, c'est important. Et l'éco fréquent chez les Français. Donc il y a plein d'éco-gestes. Évidemment, il faut se les pratiquer. Quand je fumais, je séparais le plastique fin, que je mettais à la poubelle, il y a un petit bout de papier, un peu argenté là, que je mettais dans la poubelle de tri, pour te dire Ah oui. jusqu'où j'allais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fumeurs qui fassent ça. Voilà. Et après, les fumeurs, première pollution plastique, hein, c'est la marque, au niveau mondial, c'est évidemment Philip Morris, Marlboro, etc. Donc, l'éco-geste que je propose, c'est de rien acheter de neuf. Alors, on a fait ce jeu en famille, donc on est 5, hein, plus avec 3 enfants. On a essayé de rien acheter pendant 1 an. Alors, évidemment qu'il y a des produits périssables, consommables immédiatement, qui ne font pas partie du scope, mais ne pas acheter de vêtements, ne pas acheter de produits électroménagers, etc. Donc on a fait ça, et au mois de novembre, on a décidé enfin d'acheter un scooter à un de mes fils. On a cherché évidemment un scooter d'occasion, hein, à la fois pour le prix et pour le... Et en fait, à chaque fois, il n'y avait pas de papier. Donc, à chaque fois qu'on a contacté des gens, il y avait des scooters, mais pas de papier. Donc, du coup, Un peu gênant. c'est un peu embêtant. Donc, du coup, on a décidé d'acheter un scooter neuf. Donc, le 15 novembre, on a échoué dans notre pari, mais on avait réussi à le tenir pendant 10 mois et demi, ce qui est quand même pas mal. Une belle performance. Ouais. Est-ce que tu penses à un invité que je pourrais convier sur un futur épisode? Alors, moi, je suis plein de gens super intéressants sur LinkedIn. Bertrand Sivierski, directeur RSE du groupe Carrefour. Sur les PME, il y a un mec qui est très bon, qui s'appelle Marc Jacouton, qui est vraiment un grand spécialiste de la RSE dans les PME, les ETI. Mais je te propose d'inviter ensuite une personne qui touche un point essentiel de la stratégie RSE, ce sont les achats. Aujourd'hui, certaines entreprises achètent entre 60 à 80% de leur bilan carbone pour le revendre. Le bilan carbone de Carrefour, c'est 90% Scope 3. Hein. Achat, revente et ce qu'en font les consommateurs. Donc, les achats, mettre en place une stratégie d'achat responsable, c'est hyper pertinent, c'est hyper efficace et surtout en plus, ça fait bosser les autres, donc c'est pas mal et ça aide tout un écosystème à accélérer. Donc, je te propose d'inviter Sabine Jean Dubourg, une grande spécialiste des achats responsables qui fait ça depuis 14 ans
qui était dans l'industrie pharma que tu connais bien pendant très longtemps, Mmh. qui a beaucoup travaillé sur l'éco-conception de bétadine en 2009. C'est un des business cases les plus vus sur le site de l'ADEME, ce qu'elle avait fait en 2009 sur bétadine, qui a permis de relancer la bétadine. Voilà, aujourd'hui, elle a un cabinet qui s'appelle The A Lab, avec un A comme Aquitaine, comme un chat, comme plein de choses. The A Lab, Sabine Jean Dubois. Ça pourrait être une très bonne amitié. Alors, figure-toi que je la connais puisqu'on a suivi une formation ensemble sur le numérique responsable il y a 2 ans, 3 ans. Ok, Donc c'est très drôle. ouais, très bien. Donc je la recontacterai avec plaisir. Pour, terminer et clore, notre épisode, j'aimerais que tu puisses nous dire, quelles sont les actualités à venir là sur ces prochains mois. Est-ce qu'il y a des, scoops que tu as envie, d'annoncer? Alors dans le milieu, pareil, hein, dans ton milieu de com et communication responsable. Alors, ce matin, on a gagné un nouveau client qui s'appelle Cerelia. Félicitations. Ouais, on est hyper content. C'est une boîte qui est présente en France, aux Pays-Bas, un peu en Italie et beaucoup et aussi aux US, notamment à Columbus, Ohio. Et il s'avère que hier, j'ai signé le contrat de Sydney chez nous. Il vient de Columbus, Ohio, qui est une fille qui vient de terminer Sciences Po et qui passe en CDI à l'agence. Donc ça fait 2 actus. Mmh. Cerelia, ce sont des gens qui fabriquent des pâtes à tarte, pâtes à pizza, des crêpes, voilà. Dès qu'il y a de la farine de blé, du lait et un peu de flotte, ils travaillent et ils en produisent un peu partout pour le monde entier. Enfin, ils exportent dans le monde entier. Une boîte qui a une très belle stratégie RSE qu'on va expliquer aux collaborateurs. Donc ça, c'est l'actu avec le recrutement de Sydney, Mmh. euh, qui est l'autre actu de la semaine. Après, il y a en fonction de la date, puisque ça sera officialisé le 20 novembre. Donc c'est pas, on est un peu Que avant tu la date citais, d'enregistrement, c'est ça. mais peut-être que le podcast sort un peu après, certainement. Donc l'agence Mieux fait partie avec grand plaisir de la CEC des nouveaux imaginaires. Voilà, en ce moment on travaille sur notre séminaire qui aura lieu, c'est un scoop, les salariés ne le savent pas, t'es la seule à le savoir à cet instant, Chouette, on dira rien. avec Julie, mon associée, et Ludovic, qui est directeur conseil. On va aller au Moulin de la Forge. Moulin de la Forge, c'est un vieux moulin avec des grandes chambres, hôtels, etc., qui est très, très, très engagé sur les sujets RSE. Il s'avère que c'est un de nos nouveaux clients depuis la semaine dernière. Euh, voilà, et c'est l'un des plus beaux séminaires. Donc on va y passer une journée et on va y passer une soirée, une nuit autour de la cheminée, à passer du bon temps, à discuter de plein de choses. On fera comme d'habitude un petit point sur les chiffres, mais en général on consacre 1 heure ou 2 aux chiffres. On fait parfois des fresques. On avait fait la fresque des nouveaux récits il n'y a pas très longtemps. Parfois, on fait un tour de bateau, évidemment, quand on est sur une péniche. On ramasse des déchets, enfin bon, ça dépend. Mais là, ce coup-ci, on va prendre un cours de permaculture, tous ensemble, avec un des ingénieurs agro qui est présent sur le site. Et ensuite, on va cuisiner le repas qu'on va manger le soir avec le chef, avec tous les légumes qu'on aura pu ramasser pendant la journée. Donc voilà, ça c'est Donc les légumes de saison, évidemment, légumes de saison et tout est pensé jusqu'au boutiste. ouais, mais sinon c'est pas rigolo. C'est ce qu'il y a de Mais plus, c'est là où justement, c'est c'est ce qu'il y a de plus intéressant. joyeux en fait. Nous, en fait, s'il y a un message à retenir, c'est que la RSE, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur, Mmh. ça fait du bien aux tripes. Donc voilà, faites de la RSE, vous vous sentirez mieux dans vos pompes. Quand vos enfants vous regarderont, moi, parfois, certains des enfants de mes amis sont très contents de voir ce que je fais depuis 14 ans. Ils se disent, bah, Thomas, Il est dans la bonne voie. il a enclenché très tôt sur ces sujets-là et il apporte un bénéfice d'une certaine façon à la société, alors qu'il est évidemment microscopique à son échelle, mais voilà, j'ai essayé, enfin, on a envie de transmettre. Je vais souvent dans des écoles. J'étais il y a pas très longtemps à Kedge, à Bordeaux. Je vais parfois à Sciences Po, à Dauphine, à HEC, etc. Voilà, on a envie de partager. La RSE, ça fait du bien. Donc plus vous ferez de RSE, plus vous vous sentirez bien. Ça, c'est ce que tu as envie de retenir et de partager aux Mm. aux auditeurs. Moi, pour conclure, j'aimerais aussi, garder ce que tu as dit tout à l'heure. On est là pour laisser une empreinte immatérielle et je trouve ça très beau. Et puis évidemment, ta phrase de la communication sans émotion
c'est juste de l'information. Donc on est là aussi pour, partager, des émotions et qu'on retienne les messages et ces beaux messages à venir. Donc un grand merci Thomas pour le moment passé ensemble. C'était une Merci à toi. super échange, super conversation et je suis sûre que les auditeurs auront, appris davantage sur cette thématique de communication responsable. Grand merci, à très bientôt. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite!